Voilà, si tout le monde veut bien prendre place, on va débuter donc cette réunion, ce petit séminaire sur dialoguer et agir ensemble dans le Val d'Oise. Donc je vais d'abord donner la parole à la Chambre des métiers qui nous reçoit ici. Donc merci. Et puis donc si vous voulez dire quelques mots, vous êtes bienvenue. Merci à vous. Monsieur Ruprecht, chers collègues chefs d'entreprise, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons pour cette conférence Dialogue et agir ensemble dans notre maison des artisans du Val d'Oise. Je tiens à excuser mon président Jean-Louis Aurin, retenu pour un séminaire dans nos réseaux en province, dont il sera aussi question de dialogue social. Comment ne pas être intéressé par la thématique qui nous est proposée ce matin, à l'heure où la mise en place des ordonnances travail suscite intérêt, mais aussi questionnement. En effet, parmi les 20 000 entreprises artisanales qui représentent plus de 27 000 salariés sur le Val d'Oise, le dialogue social y prend des formes bien différentes et d'ailleurs bien souvent non formalisées. Mais également en tant que chef d'entreprise, comment ne pas se soucier de la qualité de vie de nos salariés? C'est donc avec un grand intérêt que nous allons écouter ce qui est proposé ce matin, et d'ailleurs certains collaborateurs de la Chambre vont participer aux travaux. Donc je vous remercie d'être venus et bon travail à vous tous. Merci. Merci à vous. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que Yves Trioux, notre directeur général du travail, ne pourra pas venir ce matin. Il remplace la ministre du Travail au pied levé. Donc, voilà. Donc, nous ferons, pardon. Nous ferons sans lui, mais bien. Donc, pour l'agenda de ce matin, donc on a effectivement, donc je vais introduire effectivement cette réunion. Vincent Lefebvre, directeur adjoint du travail, présentera ensuite effectivement un peu la substantifique moelle des ordonnances. Maintenant qui est une loi du 31 mars d'ailleurs, il me semble, 2018, ça y est. Après, effectivement, nous aurons la part de Maroussia et d'Hakim. Donc, je remercie de l'ARACT, effectivement, d'être depuis le début de ce processus, de nous avoir accompagnés et aidé les entreprises. On verra après, effectivement, les 4 entreprises qui sont présentes ici sur la négociation et comment, effectivement, j'allais dire bien négocier, plutôt négocier avec tout ce qu'il faut en matière de loyauté, de consensus, de dialogue et tout, pour arriver, effectivement, à conclure des accords qui sont de qualité. Donc table ronde ensuite, et puis nous interviendrons ensuite sur l'ELUSA dans le Val d'Oise, avec effectivement Pascal Bouetté, Vincent Lefebvre et moi-même, sur ce qu'on va mettre en œuvre dans le Val d'Oise. Et puis nous conclurons en donnant la parole aux partenaires sociaux qui sont présents ici, pour leur demander un petit peu quel est pour eux l'avenir du dialogue social dans le Val d'Oise et comment ils voient la négociation collective. Voilà, donc j'introduis ce séminaire pour dire d'abord que la loi est et demeurera le cadre dans lequel la négociation de branche de l'entreprise se déploiera, mais c'est désormais la négociation qui déterminera les règles de fonctionnement dans l'entreprise et la branche. Comme l'écrivait Antoine Saint-Exupéry, dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. C'est beau, hein? Cette ambitieuse réforme doit permettre un véritable élan de négociation sociale, de convergence de l'économique et du social et de libération des énergies pour améliorer effectivement l'emploi et de l'oxygène de notre pays et particulièrement chez nous dans le Val d'Oise. Il est aujourd'hui demandé à l'entreprise d'assumer une responsabilité à l'égard de ses parties prenantes, aux intérêts parfois contradictoires, mais aussi à l'égard de la société dans son ensemble. Pour Muriel Pénicaud, ministre du Travail, c'est à travers le renforcement du dialogue social dans les entreprises et dans les branches que nous apporterons plus de liberté, d'initiative, de performance économique et de progrès social au sein des entreprises, notamment dans les TPE-PME, ainsi que plus de protection aux salariés et de création d'emplois. Alors, pour l'entreprise, la négociation, les bénéfices d'une négociation sociale réussie, c'est quoi? Le processus de négociation collective permet à la fois aux travailleurs et aux employeurs d'exprimer leurs intérêts, d'identifier les intérêts communs, de trouver un juste équilibre entre les intérêts divergents et de négocier des compromis. Ainsi, en ce qui concerne le temps de travail,
La négociation collective a été utilisée pour trouver un juste milieu entre les intérêts des travailleurs à travers l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et les intérêts de l'employeur, c'est-à-dire les modalités de travail flexibles et la réduction des coûts induits pour les heures supplémentaires. Grâce à un engagement dans le processus de négociation de bonne foi, les résultats de la négociation collective seront sans doute perçus comme étant justes et ils sont plus équitables que ceux obtenus via la négociation individuelle ou par imposition unilatérale de l'employeur. Cela a des effets positifs, d'autre part, pour les entreprises en termes d'engagement, de stabilité et de productivité des travailleurs, et d'autre part, pour les travailleurs en termes d'amélioration des salaires et des conditions de travail. Grâce à la négociation collective, les travailleurs tendent à recevoir une part plus élevée de gains de productivité sous forme de salaire, ce qui, à son tour, peut promouvoir la coopération, augmenter la productivité de l'entreprise et, partant, accroître la demande au sein de l'économie. La négociation collective améliore le climat des relations de travail en fournissant un moyen institutionnalisé et concerté de gestion des conflits. Les conventions collectives peuvent contenir des clauses relatives à la paix sociale, valables toute la durée de l'accord, et énoncer des procédures de réclamation pour examiner les plaintes. Autant d'éléments qui permettent d'assurer des relations de travail plus stables et plus saines. La négociation collective confère une légitimité aux règles qui régissent les relations professionnelles. Et lorsque les conditions de travail et d'emploi sont le fruit d'une négociation, elles auront davantage tendance à être respectées. La négociation collective permet aux parties d'adapter la convention collective régissant les relations de travail au secteur ou à l'entreprise où elles exercent leur activité. Elle leur permet également de régler les problèmes propres à leur secteur ou lieu de travail. Les parties sont réputées négocier des accords qui peuvent faciliter la capacité d'adaptation de l'entreprise en cas de récession ou l'introduction des changements d'ordre technologique et organisationnel, de façon à protéger les travailleurs contre des risques et d'obtenir les résultats escomptés. Également, la négociation collective est un forum d'échange qui permet aux employeurs et aux travailleurs ou à leur organisation respective de discuter de manière constructive de leurs relations et des conditions de travail et d'emploi. Elle est souvent plus efficace et plus souple que la réglementation étatique. Elle peut contribuer à anticiper les difficultés potentielles et mettre en place des mécanismes permettant de les régler pacifiquement et d'identifier les solutions qui tiennent compte des priorités et des besoins des employeurs comme des travailleurs. Les négociations collectives harmonieuses sont avantageuses tant pour la direction que pour les travailleurs et favorisent la paix et la stabilité, ce qui profite plus généralement à la société dans son ensemble. La négociation collective, enfin, aussi, peut constituer un mécanisme important de bonne gouvernance en ce qu'elle permet d'accroître le degré d'adhésion des personnes qui y participent en les impliquant dans les décisions qui les touchent directement. La négociation collective aussi est un processus volontaire qui permet de discuter des conditions de travail et de réglementer les relations entre les employeurs, les travailleurs et leur organisation, et qui peut déboucher sur la conclusion d'une convention collective d'entreprise. La négociation collective a l'avantage de régler les problèmes par le dialogue et le consensus, plutôt que par le conflit et la confrontation. Et la liberté syndicale, l'exercice de la négociation collective, contribue à instaurer un dialogue constructif et mobilise une énergie propice à l'adoption des solutions qui seront bénéfiques autant à l'entreprise, aux parties concernées, qu'à la société dans son ensemble, je le rappelle encore. Alors, valoriser et essaimer, deux enjeux qui nous animent aujourd'hui. Pour créer de l'emploi et des entreprises à se développer, il est indispensable de mettre en œuvre des démarches territoriales collectives innovantes, comme celle entreprise ici dans le Val d'Oise, favorisant ainsi la compétitivité et permettant d'envisager ce que seront les emplois, les usages de la formation et les relations de travail de demain. De nombreuses initiatives de cette nature sont engagées sur les territoires, mais elles sont bien souvent méconnues. Il faut les faire connaître, et celle-ci doit l'être pour trois grandes choses. Valoriser et semer les expérimentations territoriales en complément des politiques nationales, ainsi permettre aussi aux acteurs de repérer les pratiques de leurs pairs. Ensuite, nourrir l'action publique avec des démarches réussies pour renouveler les instruments d'une action efficace sur l'emploi et construire des réponses adaptées dans le souci du respect des champs d'intervention des différents acteurs. Enfin, témoigner la capacité d'une multitude d'acteurs à se mobiliser ensemble autour de la problématique d'emploi, de formation, de développement économique, entreprises, partenaires sociaux, collectivités territoriales, partenaires du service public de l'emploi. Cela passe notamment par la construction de la boîte à outils dont on va effectivement parler, dont l'objectif est triple. Capitaliser sur les démarches en présentant des acquis de réalisation à destination de l'ensemble des acteurs, outiller les acteurs à donner envie à de nouveaux porteurs en proposant des éléments de méthode illustrés de conseils pratiques et d'exemples concrets et variés, et enfin, aborder les éléments de méthode tirés de l'expérience des démarches respectées.
À l'absence d'Yves Triou, donc effectivement Vincent Lefebvre va maintenant introduire ce nouveau paradigme de la négociation collective qui a l'avantage de régler les problèmes par le dialogue et le consensus plutôt que par le conflit et la confrontation, même si parfois un bon conflit peut être intéressant également. Merci à Vincent, à toi de... Bonjour, je ne m'appelle pas Yves Triou, je suis Vincent Lefebvre, directeur adjoint à la Directive de France, plus particulièrement en charge du dialogue social dans l'unité départementale du Val d'Oise. Donc, en guise d'introduction, je ne sais pas comment ça fonctionne, je vais essayer de vous exposer les grandes lignes de la réforme du droit du travail, telle que l'a souhaité le législateur. Le pouvoir exécutif en sa fonction législateur lors des ordonnances, la mise en place des ordonnances du 22 septembre, et le législateur lorsqu'il a souhaité ratifier les ordonnances le 31 mars. Donc les grandes lignes de la réforme sont réparties en trois grands blocs. On est toujours dans l'introduction, mais c'est pas grave. L'articulation des normes entre elles, le dialogue économique et social et la sécurisation des relations du travail. Derrière ces têtes de chapitre qui peuvent paraître un peu absconses se cachent pour autant des réalités bien concrètes pour les entreprises, pour les employeurs comme pour les salariés. Le Code du travail tel qu'il est écrit actuellement fourmille de nouveautés, que cela soit dans les modes de conclusion du contrat de travail, dans les modes de rupture du contrat de travail, dans la mise en place des instances de représentation du personnel, voire même dans le périmètre de dialogue de ces instances de représentation du personnel avec l'employeur. Lorsqu'elle a souhaité présenter la réforme, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a résumé en une phrase l'esprit des textes. Notre réforme change l'état d'esprit du droit du travail. Alors effectivement, la réforme modifie la lecture du Code du travail, modifie l'agencement des normes entre elles. Modifie également les acteurs de la négociation et la réforme a pour ambition d'expliciter ou en tout cas de mettre en place un mode de négociation qui calque au plus près de la réalité de l'entreprise en fonction de sa taille, de la présence ou non d'IRP. On sait en quelques minutes l'objet de l'exposé qu'aurait souhaité, je pense, faire Yves Triou. Donc, hop. Quel est le cadre de la négociation collective ? Le droit de la négociation collective présente un principe principal, enfin c'est le principe de l'égalité. On s'inscrit, comme l'a précisé Vincent Ruprecht-Robert, dans un cadre normé, légal, qui présente des sources nationales et internationales. On a coutume de présenter la pyramide de Kelsen, qui est le premier lien. Hop. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est une pyramide. Vous êtes artisan, hein. Tout en haut de cette pyramide, on trouve le bloc de constitutionnalité, hein, qui est composé de la Constitution de la Ve République, du préambule de la Constitution de 1946, dans lequel, qui n'est pas anodin, hein, dedans on trouve le droit de grève, on retrouve également le droit de la négociation collective en son article 8. Les salariés participent à la négociation de l'entreprise par le biais de leurs représentants. Hein. Des sources conventionnelles supranationales. 80% des normes du droit du travail sont issues de directives ou de règlements communautaires. Des conventions supranationales et supracommunautaires telles que la convention OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit un certain nombre de dispositions qui s'appliquent, relativement notamment à l'égalité professionnelle, à l'interdiction du travail des enfants, etc. Se trouve ensuite tout un processus législatif
normatifs, les lois, les règlements, qui sont des décrets en Conseil d'État. Quand vous voyez le Code du travail, la petite lettre R, c'est un décret en Conseil d'État, ou des décrets simples pris, ou des arrêtés pris par les ministres. Au-delà, ou en deçà, on avait coutume de mettre comme socle de cette pyramide les sources conventionnelles, c'est-à-dire les sources négociées. Et plus on descend, plus l'aménagement doit être favorable aux salariés. Donc cette vision est un peu modifiée. Donc, parmi les sources négociées, bon, il y en a de plusieurs types. Les accords nationaux interprofessionnels. À titre d'illustration, on pourrait citer l'accord national interprofessionnel de 1977 qui a amené à la loi de 1978 sur la mensualisation, qu'on connaît bien, hein, en fonction du nombre d'heures, quel que soit le nombre d'heures effectuées dans le mois, le salarié touche la même paye. On trouve également les conventions collectives nationales ou les accords de branche, et également les accords de groupe, accords d'entreprise, voire même le contrat de travail, qui est une source négociée du droit du travail. Donc, le législateur a souhaité modifier l'agencement des normes entre elles. On peut parler de nouveaux cadres de la négociation collective, tant l'agencement des normes entre elles a été modifié. Alors, si on peut essayer de cliquer sur le petit icône articulation des normes, et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ah, ben voilà. La montagne est belle. Donc, la pyramide. C'est la pyramide. C'est pas grave. L'article 34 de la Constitution de notre République, hein, la Constitution du Code 58, prévoit que le législateur détermine les principes généraux du droit du travail. On retrouve désormais cette détermination des principes généraux du droit du travail dans les articles en L du Code du travail que j'ai cités tout à l'heure. Puis, voilà, ce qu'on peut appeler l'ordre public social. Puis, par voie d'accord, l'employeur et les salariés peuvent aménager cet ordre public social, tout en restant néanmoins dans son cadre. Et à défaut de négociation, un règlement, par le biais de dispositions supplétives, viendra préciser ce qu'il convient de faire. Donc, alors qu'avant, on avait la loi qui imposait, là maintenant, la loi détermine un ordre public social. À titre d'illustration, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Ça, c'est l'ordre public social. Par voie d'accord, par accord d'entreprise, les heures supplémentaires peuvent être majorées de 10%. Ça, c'est la négociation. À défaut de négociation, un règlement détermine la majoration applicable. Là, à l'heure actuelle, à défaut d'accord, les heures supplémentaires seront majorées de 25%. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions à poser ou si vous voulez que je précise certains points. Donc, voilà quelle est désormais l'articulation entre les sources négociées et les sources nationales ou supranationales. Bon, l'idée force qu'il faut retenir, l'idée force qu'a souhaité le législateur, c'est présenter un cadre qu'on appelle ordre public social, que d'autres peuvent appeler ordre public, déterminer quel peut être le champ de la négociation collective, et on va voir par la suite quel est le lieu également de cette négociation collective et quels sont les partenaires de la négociation collective. Et enfin, si employeurs et salariés n'ont pas souhaité négocier ou n'ont pas réussi à trouver la voie de l'accord, quelles sont les dispositions qui s'appliquent à défaut? Donc on a vu l'articulation entre les sources négociées et les sources nationales du droit du travail.
Je vais vous présenter maintenant quelle est l'articulation des sources négociées entre elles, ou quelles sont les articulations des sources négociées entre elles, tant tout cela est imbriqué. Alors, hop, je passe. Voilà. Une autre idée force qu'il faut retenir, c'est la primauté de l'accord d'entreprise. Le législateur a souhaité faire en sorte que l'élaboration de la norme se fasse au plus près de la réalité du terrain. C'est ainsi qu'il a donné la primeur à l'accord d'entreprise sur les autres champs de la négociation, sur les autres lieux de la négociation. Accords nationaux interprofessionnels, accords de branche. Pour autant, il a souhaité conserver 13 domaines où prime l'accord de branche. Bon, si vous pouvez cliquer sur le petit hexagone, pouf, voilà. Bon, je ne vais pas vous citer les 13 domaines où prime l'accord de branche. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que l'accord de branche reste le déterminant des salaires minima hiérarchiques, des classifications. On peut citer également l'égalité professionnelle ou la durée du travail, tout en, vous le voyez peut-être, précisant que de la même manière, il a donné une grande latitude à l'entreprise pour la détermination de l'organisation du travail au sein de l'entreprise en fixant des garanties déterminées par les partenaires sociaux au niveau de la branche. Hop. Le législateur a également prévu, comme c'était le cas avant, des domaines, 4 domaines, que la branche, que les partenaires sociaux au niveau de la branche peuvent, s'ils le souhaitent, verrouiller. Donc ces 4 domaines apparaissent si on clique sur le petit hexagone, l'autre, c'est pas grave, c'est l'autre petit hexagone, excusez-moi, celui-là, ouais. Non, l'autre. Ouais. Hop. La prévention de la pénibilité, l'insertion et le maintien des travailleurs handicapés dans l'emploi, les seuils d'effectifs de désignation des délégués syndicaux. Un plancher est déterminé par le Code du travail, mais l'employeur peut très bien, s'il le souhaite, faire en sorte que des délégués syndicaux soient nommés dans l'entreprise. Et également les primes pour les travaux dangereux ou insalubres. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir du cadre de la négociation collective, c'est la nouvelle articulation des normes entre elles, hein, avec une primauté donnée à l'accord d'entreprise, des dispositions supplétives si un accord n'a pu être conclu dans l'entreprise. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question, avec qui négocier lorsqu'on est une petite entreprise artisanale, sans forcément de délégué syndical ou d'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Bon, comme je l'ai précisé en introduction, on peut parler de législateur étant donné que la loi du 31 mars est passée. Le législateur a déterminé plusieurs cas de figure qui s'adaptent à chaque situation dans l'entreprise. Moins de 10 salariés, plus de 10 salariés, moins de 20 salariés, plus de 20 salariés, plus ou moins 50 salariés, en présence de délégués syndicaux, sans délégués syndical, avec comité social et économique, sans comité social et économique. Donc, dans tous les cas de figure, votre entreprise peut s'y inscrire. Évidemment, s'il y a un délégué syndical dans l'entreprise, il dispose du monopole de la négociation. Maintenant, pour les entreprises dépourvues d'instances de représentation du personnel ou dépourvues de délégués syndicales, un cadre de la négociation reste possible. À titre d'illustration, dans une entreprise de moins de 10 salariés, moins de 11 salariés, vous avez dans une ville un cinéma qui vient d'ouvrir. Une brasserie à côté de ce cinéma souhaite aménager ses horaires pour pouvoir permettre aux clients du cinéma de venir dans la brasserie soit avant, soit après les heures de séance. L'employeur peut proposer
aux salariés directement un cadre de négociation collective, un protocole d'accord qui déterminera un aménagement du temps de travail particulier avec des contreparties qui peuvent être la prise en charge, par exemple, des transports après une certaine heure. Hein. Maintenant, cela est néanmoins cadré par le législateur. L'employeur dispose de cette opportunité de proposer. Pour autant, les salariés doivent être consultés hors la présence de l'employeur, par voie référendaire, et l'accord ne sera approuvé que si les 2/3 des salariés ont approuvé cet accord. Donc, dans une entreprise d'une taille, on va dire, supérieure, on peut prendre par exemple une petite entreprise, enfin déjà c'est une belle entreprise de mécanique, 30 salariés, c'est déjà une belle grosse entreprise. Vous avez 30 salariés. Évidemment, s'il y a des instances de représentation du personnel, l'employeur peut négocier avec ces instances de représentation du personnel. S'ensuit ensuite tout un jeu de faits majoritaires, soit par voie référendaire, soit en fonction du résultat aux dernières élections. Pour autant, si l'employeur ne dispose pas d'instances de représentation du personnel ou si les instances de représentation du personnel ne souhaitent pas négocier, l'employeur peut proposer un texte à titre d'illustration, s'il souhaite par exemple modifier la production de son entreprise en introduisant des nouvelles technologies. Comme le Code du travail lui oblige, il doit former ses salariés aux nouvelles technologies. La formation aura forcément des incidences sur la production. Il peut proposer aux salariés une modification de l'organisation du travail pour maintenir un niveau de production avec des contreparties. J'en profite pour prêcher pour ma paroisse. Le dépôt des accords se fait en direct par vote dématérialisé, sur un site internet téléaccord.travail.emploi.gouv.fr. N'oubliez pas de déposer vos accords par voie dématérialisée. C'est une obligation, effectivement. Voilà, donc en résumé, cette première partie, un ordre public qui fixe un cadre, une primauté à l'accord d'entreprise, pour autant, à défaut d'accord, des dispositions supplétives. Par ailleurs, en fonction de la taille de l'entreprise, de la présence ou non d'instances de représentation du personnel, des interlocuteurs et un mode de négociation qui se calquent au plus près de la réalité économique des acteurs sociaux présents dans les entreprises. Donc, deuxième grande réforme du Code du travail, la mise en place du Conseil social et économique, le CSE. Nous avions l'habitude d'avoir des délégués du personnel, un comité d'entreprise, un CHSCT, des délégués syndicaux d'entreprise. Les missions de ces instances de représentation du personnel subsistent. Pour autant, elles sont fusionnées en une seule instance. Donc les conditions de mise en place, c'est toutes les entreprises de plus de 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Cette instance de représentation du personnel, pour autant, n'aura pas le même rôle dès lors qu'on se situe dans une entreprise de moins de 50 salariés ou dans une entreprise de plus de 50 salariés. Pour schématiser, à très grosses lignes, une entreprise de moins de 50 salariés qui dispose d'un conseil économique et social, les prérogatives du conseil économique et social seront peu ou prou celles des délégués du personnel. Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le législateur a souhaité déterminer un cadre unique de consultation et d'information en mettant en place le CSE. Dès lors, le Conseil social et économique disposera des prérogatives du CHSCT et également des prérogatives du comité d'entreprise telles qu'elles existaient à quelques exceptions près, notamment en matière du régime des consultations.
Les ordonnances du 22 septembre 2017, tout comme la loi du 31 mars 2018, ont agi à la fois sur les modalités de la négociation, mais également sur le thème des négociations. Ainsi, pour ce qui est des consultations récurrentes, c'est-à-dire les informations qui doivent être apportées telles qu'elles étaient avant au CE et maintenant au Conseil social et économique, employeurs et IRP peuvent négocier de la fréquence de ces consultations, du champ de la consultation, ainsi que des modalités de cette consultation. Donc j'insiste auprès des partenaires sociaux dans cette salle sur l'importance, d'une part, de la négociation du protocole d'accord préélectoral pour la mise en place du Conseil social et économique, mais également de la négociation des modalités d'organisation des consultations récurrentes ainsi que des consultations ponctuelles au sein de cette nouvelle instance. À défaut d'accord, de toute façon, le législateur a prévu des dispositions supplétives qui reprennent peu ou prou les dispositions qui existaient jusqu'à présent, notamment en matière de négociation obligatoire. J'en ai fini de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je me tiens à votre disposition, ainsi que vos interlocuteurs en direct, à savoir les inspecteurs du travail. Madame, peut-être ? Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, la commission santé et sécurité est de droit mise en place dans les entreprises de plus de 300 salariés. Pour autant, il m'apparaît nécessaire, dans les entreprises de moins de 300 salariés, de prévoir un temps de discussion, de consultation autour des thèmes de la santé et de la sécurité des travailleurs. Par ailleurs, je me permets de préciser que l'inspecteur du travail détient une prérogative de puissance publique forte, car il peut imposer la mise en place dans les entreprises de cette commission santé et sécurité du travail. Donc, moi, je vous invite, pour garder vraiment l'esprit du texte, à savoir coller au plus près de la réalité du terrain. Il est vrai qu'une entreprise... vraiment pour noircir à grands traits, un établissement siège type holding qui dispose de 8 salariés n'aura pas les mêmes contraintes ni techniques ni en matière de santé et sécurité qu'une entreprise de production mécanique ou une entreprise de produits chimiques de 25 salariés. Et on pourrait très bien avoir une commission santé et sécurité dans une entreprise de 25 salariés présentant des risques particuliers et pas de commission de santé et sécurité dans une entreprise, bon, là vraiment en exagérant, de 200 salariés. Hein. Si on garde l'esprit du texte, c'est collé à la réalité du terrain. Pour autant, moi je vous invite quand même, c'est la responsabilité de l'employeur de s'assurer du maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs. Donc avoir à minima un temps d'échange de consultation d'information et de maintien des prérogatives du CHSCT à la nouvelle instance fusionnée. On fera les questions-réponses après ? Très bien. Bon, je vous remercie de votre attention.